Joignez-vous à la discussion. Appelez ou textez le 187 Cube Radio 1877 827 2346. On voyait que les Américains devaient marcher sur leur fierté et leurs principes. Une liberté de penser. Mais il le fait d'une façon particulièrement grossière et maladroite. Une force internationale. Et même, on va plus loin. Luc La Liberté. Oh, est-ce un cas de censure? Le Washington Post qui a refusé de publier une pub. Parle-nous de ça. Écoute, c'est intéressant. Il semble que les revenus aillent suffisamment bien au Washington Post pour qu'on refuse, après d'abord avoir conclu une entente, pour qu'on se prive quand même de 115 000 $. C'est ce que coûte, semble-t-il, une page complète de publicité dans le Washington Post ces jours-ci. Le problème, bien sûr, était dans la teneur de la publicité. Et cette publicité, on avait Elon Musk, le sourire aux lèvres, l'éclatant de rire, comme on le voit assez régulièrement. Elon Musk qui éclatait de rire et les messages étaient « Fire Elon », donc « congédier Elon ». Et je t'évite même la version anglophone, on disait « Qui est au pouvoir présentement, Elon Musk ou Donald Trump? » L'entente avait été conclue, on avait dit on va publier cette publicité. Mais qui est derrière cette publicité-là? C'est un groupe qui s'appelle un petit peu Common Cause, donc c'est un groupe qu'on peut considérer plus, je pense qu'on peut dire plus à gauche et qui ne serait pas contre ça. Eux, ils en ont surtout contre ce que fait actuellement Elon Musk et les membres de son équipe avec les services publics, avec les services gouvernementaux aux États-Unis. Donc, ce sont ces couples dont on ne cesse d'entendre parler. Eux disent, personne en passant ne remet en question l'idée de mieux gérer l'État et d'économiser. On en a contre l'approche d'Elon Musk qui se fait, à leurs yeux, à l'aveugle et qui se fait parfois en se privant de ressources, en se privant d'expérience, puis en bout de ligne, en pénalisant le citoyen qui aura peu, pas de service ou encore un fort mauvais service. Donc, ils avaient décidé, eux, de dire, écoutez, il semble qu'Elon Musk ait accès à tout maintenant, renseignements personnels, on est capable de congédier des gens, on va accéder, si j'ai bien compris, là, j'essayais de suivre le dossier tout juste avant d'entrer en onde, mais on va accéder aussi à vos dossiers ou aux dossiers des Américains pour les déclarations de revenus, pour les impôts. Donc, c'est beaucoup d'informations confidentielles qui passent entre les mains de gens, moi, c'est là où j'accroche d'abord et avant tout, de gens dont on n'a pas vérifié les antécédents. Elon Musk n'a toujours pas un vrai job, un véritable emploi au sein du gouvernement américain. C'est un conseiller informel de Donald Trump. À la limite, il n'est pas le premier président à faire ça, Donald Trump, d'aller se chercher un conseiller spécial. C'est ceux qui travaillent pour Elon Musk et qui font le boulot sur le terrain, où là, je me dis, on prend des risques qui, à mon avis, sont pas toujours calculés. Mais donc, on décide de dénoncer ça. Comme le fameux Big Boss, là, qui a 19 ans. Là, mais le Washington Post a refusé cette publicité-là après avoir signé une entente. Qui est le propriétaire du Washington Post? Voilà. Donc, c'est M. Bezos qui... C'est la deuxième décision. Il y en a d'autres à l'interne dont on pourrait discuter, mais écoute, un patron de presse, celui qui investit, celui qui délie les cordons de la bourse, a le droit. Voilà, merci, on nous a retrouvé la publicité, bien gentil, merci à l'équipe. Donc, Jeff Bezos, c'est celui, bien entendu, c'est son argent qui est en jeu, c'est lui qui gère ça. Il y va d'un certain nombre de décisions à l'interne, mais il y a au moins deux choses qui sont controversées depuis que Jeff Bezos est là. Dans un premier temps, il y a la fin de cette tradition du Washington Post pendant la campagne électorale de dire en faveur de qui on se prononce et on pensait aller en faveur de... Comment s'appelait déjà la vice-présidente des États-Unis? Kamala Harris. Donc, on y allait en faveur de Kamala Harris et Jeff Bezos a dit non, on ne fait pas ça. Et c'était deux grands journaux, deux grands médias, le LA Times qui avait fait ça et le Washington Post. Et là, voilà que cette publicité qui pointe directement Elon Musk, qui n'est pas un élu, faut-il le rappeler, M. Bezos n'est pas d'accord pour qu'on y aille de cette fameuse publicité. Donc, ça a fait beaucoup jaser aux États-Unis parce que le Washington Post est encore un grand média qui est respecté, mais qui, semble-t-il, est affecté par le contexte un brin particulier qui plane qui baigne les États-Unis présentement. Est-ce qu'on sait qui a pris la décision de dire non, cette pub-là ne passe pas? Le coup de téléphone, qui l'a donné, ce coup de téléphone-là? Je n'ai pas cette information-là. Ça passe habituellement par le rédacteur en chef. Donc, on nous a pas dit si effectivement M. Bezos est intervenu directement.
Mais on sait que maintenant, il y a des gens qui ont démissionné. On les a remplacés par, bien entendu, des gens qui vont se soumettre à la volonté du patron. Donc, est-ce qu'on a pris la peine de contacter Bezos lui-même ou si on lui a épargné Ben, l'odieux de la décision et qu'on l'a pris nous-mêmes, reste qu'on a refusé de publier. écoute, dans la plupart des journaux, tu le sais, il y a comme un mur de béton entre la publicité et l'éditorial. Voilà. Il faut pas se parler. Là. Donc, bon, peut-être au point de vue éditorial, c'est plus à gauche de Washington Post. Reste que, bon, la pub, eux autres, leur rôle, c'est de ramasser de l'argent, puis que l'argent rentre dans les coffres. Alors, comment ça se fait? Quelle est l'excuse? C'est quoi leur justification de dire non, nous autres, là, 115 000 qui rentrent dans nos coffres, on veut rien savoir? Voilà. Et est-ce qu'il y a des médias dits traditionnels qui sont nombreux à rejeter des sommes d'argent rondelettes ces jours-ci? On le sait, c'est un des problèmes pour les médias. Ce sont les sources de financement, la publicité en particulier, ce que les médias ont perdu au profit des réseaux sociaux. J'ai toujours pas de réponse officielle. J'ai rien vu ou lu qui laisse entendre pourquoi, ou qui nous explique, pardon, pourquoi on a agi de la sorte. Moi, ce que je remarque, puis il est très tôt pour parler de censure, il est beaucoup trop tôt pour parler de propagande, mais reste qu'il y a des décisions qui se prennent. Ce sont des gens qui s'empêchent d'afficher certaines choses ou de dire certaines choses. Et ce que ça donne comme impression, c'est qu'on ne veut pas déplaire au grand patron. Et M. Bezos, ben, c'est un homme d'affaires comme les autres. Ça ne veut pas dire que c'est un partisan à tout cran de Donald Trump, mais la plupart des gens qui ont beaucoup d'argent ne veulent pas être trop loin du pouvoir habituellement. C'est vrai pour Bill Gates, c'est vrai pour Elon Musk, c'est vrai pour Elon Musk. Le problème, c'est qu'il fait à la fois affaire avec le gouvernement, Ben tout oui. en se mêlant de ce qui se passe au gouvernement. Dans le cas de M. Bezos, ça peut se comprendre aussi d'un simple point de vue stratégique, d'un point de vue des affaires, mais ça fait quand même deux décisions que son journal prend, lui directement ou l'équipe éditoriale, et ça laisse songeur. Il n'y avait pas aussi une caricature qu'on avait censurée, aussi qu'on avait Ouais. refusé de diffuser. Écoute, parle-moi du maire de New York. On dirait que là, il est Ouais. devenu la marionnette de Donald Trump. Écoute, ça, c'est une histoire qui est fascinante à plus d'un titre. D'abord, il s'appelle Eric Adams. On en avait déjà discuté de M. Adams parce que moi, je l'avais présenté quand il a gagné la mairie puis quand il était candidat. J'avais dit, écoutez bien ce que dit Eric Adams parce que c'est un démocrate qui peut donner une leçon au Parti démocrate de voici comment on mène une campagne. Il n'est pas dans une ville conservatrice. Là. Si on est à New York, on est dans un milieu qui est plus progressiste en général. Ça vote démocrate. Mais Eric Adams avait très bien compris que c'est pas en disant couper les fonds des policiers ou encore en ne parlant jamais d'immigration ou en disant qu'il faut accueillir tous les immigrants à grandes portes ouvertes. Lui avait compris qu'on devait jouer un petit peu plus sur la sécurité, sur le fait de rassurer les gens. Il avait donc été considéré par bien des démocrates comme au centre, voire même sur certains enjeux, plus à droite. Celui qui était perçu donc, et je l'ai présenté comme ça, on l'assume, donc celui qui est présenté comme voici une stratégie gagnante pour le Parti démocrate, ce que le parti n'a pas appliqué à la dernière élection, en tout cas pas assez à mon goût. Eric Adams, ensuite, sa performance a été entachée par de vieilles histoires qui sont sorties du placard, de vieux scandales, il y en avait, mais on n'avait jamais réussi à le coincer. Et là, finalement, il avait été accusé de fraude et de fraude grave. C'était, je disais ça en classe tout à l'heure, c'est plus que de la petite fraude ordinaire dans la ville ou dans son État. Ça passait par l'international. On dépose donc des accusations. C'était avant que Donald Trump arrive en scène à la présidence. Depuis que M. Trump est arrivé, est entré en scène, là, il y a des hasards qui n'en sont pas. M. Adams qui rencontre les gens à la ville puis qui dit finalement qu'on aimerait ça qu'on soit plus dur avec les immigrants. La question de ville sanctuaire hein, ou de ne pas rapporter des immigrants illégaux puis de les relocaliser de manière forcée. Là, il passe ce message-là soudainement de façon accentuée au sien. Et l'après-midi, où il a pas, l'après-midi même, le matin, il rencontre son personnel. L'après-midi même, ben, on lui annonce qu'on va abandonner les poursuites contre lui. Le ministère de la Justice aux États-Unis dit qu'on abandonne les poursuites contre Eric Adams et il est avec Tom Hogan au moment où on annonce ça. M. Hogan qui est, on connaît maintenant mieux l'expression ici, le tsar hein, de la frontière et de l'immigration illégale. Et Tom Hogan dit devant les journalistes à M. Adams, M. Adams, là, il est en train de faire ce qu'il faut pour les immigrants. S'il fait pas bien sa job, je vais revenir. Et ce qu'on a laissé planer comme menace sur Eric Adams, c'est
on a retiré les poursuites contre vous, mais on peut les ramener. Le message peut pas être plus clair que ça. Incroyable. Ah, c'est c'est vraiment Donald Trump qui dit au maire de New York, You're my little puppy now. Voilà, c'est oui, on est dans le parrain. Je vais te faire une offre que tu ne pourras pas refuser. Donc, c'est exactement ça. Et là, il y a 4 adjoints au maire de New York qui réagissent à ça parce que les procureurs de l'État de New York ont manifesté après. Ils ont dit, ce que le ministère de la Justice nous demande de faire, nous, on refuse de le faire. Donc, on ne veut pas aller dans ce sens-là. Donc, on perd des procureurs dans l'État de New York. Et il y a des adjoints au maire qui ont dit, OK, là, on est vraiment en terrain, on est en toute illégalité. Et là, les 4 adjoints au maire disent, nous, on s'apprête à quitter nos fonctions. Donc, on a des procureurs de l'État de New York, on a des adjoints au maire qui disent, c'est de la corruption, c'est du chantage politique, et on a fait d'Eric Adams une marionnette. Incroyable. Des accusations sérieuses de fraude. Et là, très sérieuses. On enlève les accusations, mais t'es mieux de marcher droit, puis t'es mieux de dire ce qu'on veut entendre, parce que si tu marches pas droit, puis dans la bonne direction, sais-tu quoi? On va revenir avec ces accusations-là. Il y a un mot pour ça, ça s'appelle chantage. Merci beaucoup, Luc. Voilà. À demain. Salut. Bonne fin de journée, bye, ça.